malienne. Comment se définit, se matérialise la laïcité dans un pays où la population à plus de 90% pratique la religion musulmane? Quel rôle doit jouer la religion? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré à la place de la religion dans la République malienne. Plusieurs invités dans ce magazine, ils sont tous en direct de Bamako, la capitale malienne. D'abord, M. Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique qui a fait il y a quelque temps déjà, en pleine crise, le plein du stade de Bamako. Second invité de ce plateau, Tierno Amadou Oumar As Diallo, le ministre délégué aux affaires religieuses. Maître Mokhtar Mariko, le président de l'Association malienne des droits de l'homme, est également au téléphone à Bamako. Dernier invité de ce plateau, et pas des moindres, l'abbé Edmond Dembélé, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Mali. Il représente ici en gros la minorité catholique. Dans la première partie de ce magazine, nous avons évoqué le rôle, la part du religieux dans la sphère publique. Et on se trouve confronté à la définition même de la notion de laïcité dans la société malienne. J'ai envie de poser la question au ministre de savoir comment se définit la laïcité dans la République du Mali. Est-ce la même qu'ailleurs, avec une séparation rigide entre le religieux et le politique? Écoutez, la laïcité, c'est cela. La séparation du religieux et de la chose politique. Alors, ce que je voudrais, M. Foucault, que nous comprenions, je ne suis pas de ceux-là qui sont prêts à nier leur croyance, leur personnalité. Ce qui fait ma personne, ce n'est pas par des principes et réglementaires écrits que cela s'en va. En soi, il y a ma foi. En soi, Monsieur le ministre, quand on vous entend parler, excusez-moi, quand on vous entend parler, on a l'impression qu'ailleurs, dans les pays laïcs, les gens ne sont pas croyants, n'ont pas de foi. Non, mais plutôt, monsieur Foucault, vous partez dans un pays comme la Belgique, elle est une nation chrétienne, mais toutes les religions sont respectées. L'une des grandes maisons de la scientologie, c'est à Bruxelles. Alors, donc, quoi le problème? Est-ce qu'elle influe sur le politique? Non, monsieur Foucault, quand le Mali est un pays laïque, majoritairement musulman, chrétien et animiste, se prend en charge comme tel et s'exprime ce qui fait son identité socio-religieuse, je ne vois pas en quoi cela peut vous faire peur. Je ne vois pas. Moi, en fait, je crois que l'une des chances de ce pays, c'est cela, où vous avez des mariages mixtes, chrétiens musulmans. On a eu un roi qui n'était pas musulman. Oui, mais dans le même temps, on a vu une menace. On a vu une menace dans le nord et dans quelques pays de la sous-région de l'instauration de la charia, qui interpelle sur le rôle que doit jouer le religieux dans un État, sur le rôle que doit prendre le religieux, sur la menace que peut faire peser une religion sur la sphère publique, sur le laïc. Alors, est-ce que cela n'interpelle pas Mahmoud Dicko, par exemple? J'aimerais vraiment, M. Alain, vous rappeler que la plus grande démocratie à travers le monde aujourd'hui, c'est l'Amérique. D'abord, le lobby juif qui est là-bas s'intéresse aux élections. Aucun président ne peut être élu sans leur approbation. Et que là-bas, le président de la République jure sur la Bible. Mais est-ce que ce n'est pas un pays laïque? Ça, c'est un. Et puis, de deux, ce qui s'est passé dans le nord du Mali n'est pas l'islam du Mali. Il faut vraiment qu'on se dise cette vérité. Ce n'est pas l'islam du Mali, ce qui s'est passé dans le nord. Oui, mais cet islam gagne une partie du Mali. Hein. Cet islam gagne une partie du Mali. Il y a quelque temps encore, on retrouvait des wahhabites qui étaient à Bamako. Non, monsieur Alain Foucault, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je sais que vous êtes en train d'avancer des choses qui ne sont pas du tout exactes. Vous savez, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe dans le nord du Mali, ce qui s'est passé dans le nord du Mali n'a rien à voir avec l'islam du Mali. Je l'affirme encore parce que ce n'est pas vrai. On est en train d'instrumentaliser des choses, on dit des choses, mais ce n'est pas la vérité. Le Mali, le problème qui s'est posé ici est un problème de gouvernance et point. Il y a eu une mauvaise gouvernance qui a livré le pays au tout venant et les gens se sont installés royalement, qui sont venus de nulle part et de tout part pour venir vraiment faire ce qui s'est passé au Mali. Ça n'a pas ça n'a lien avec l'islam du Mali. Alors, comment vous définissez-vous la République du Mali? Est-ce une nation laïque et quel est le type de laïcité? La République du Mali est une république démocratique, république laïque. Et nous respectons cette laïcité, cette république, cette démocratie.
Mais alors, mais quand même, nous sommes des gens aussi nous avons des valeurs, nous avons des valeurs sociétales, identitaires, religieuses, qui sont les supports de notre société qu'on ne peut pas ignorer. Vous ne pouvez pas nous occidentaliser en voulant vraiment nous confiner dans des théories qui font de nous, si on n'est pas des occidentaux, on n'est pas des laïcs. Ah non, je suis désolé, M. Alain. Donc pour vous, aujourd'hui, au Mali, on reste laïque même si un imam est capable de faire nommer des ministres? Mais aucun imam n'a nommé des ministres. Les ministres sont nommés par le président de la République. Sous l'influence quelquefois ou des propositions de certains chefs religieux, non? Je suis désolé. Moi, je vais vous dire que c'est même l'insulte pour le peuple malien de penser que c'est un individu ou de groupes d'individus qui ont élu le président de la République. Il a été plébiscité par le peuple malien. Si ce peuple-là est majoritairement musulman, alors je ne vois pas en quoi cela était mal. Je suis désolé. L'abbé Edmond Dembélé, une réaction à cela, pour vous c'est ça la laïcité et pour vous ça fonctionne bien? Ma compréhension de la laïcité, c'est ce que vous aviez dit un moment. Je crois que la laïcité pour moi c'est la position à équidistance de l'État avec toutes les religions qu'il y a dans le pays. Que les religions soient majoritaires, qu'elles soient minoritaires ou autres, l'État se situe à la même position à l'endroit de toutes les religions. C'est cela ma compréhension de la laïcité. C'est le cas aujourd'hui au Mali? Bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas exactement. Et ce qui est important, c'est que l'État aussi, c'est vrai, nous sommes en Afrique, a besoin d'entendre la voix des religieux. Parce que nous savons, comme l'a dit Maître Marico tout à l'heure, les religieux occupent une grande place dans la société et ils sont souvent les porte-voix de cette société. Alors, s'ils peuvent parler de la politique pour aider l'État dans son fonctionnement, je crois que c'est une bonne chose. Mais comme je l'ai dit à un moment donné, si le religieux s'implique trop dans la politique et commence par agir en homme politique, effectivement, cela peut constituer un danger. Et c'est de cela que nous avons peut-être un peu peur aujourd'hui pour notre pays. Monsieur Mahmoud Dicko, lorsque vous écoutez parler de menaces qui pèsent sur un État en raison de l'intrusion du religieux dans le politique, quelle réaction? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce qu'il n'y a pas une menace qui peut ne pas être musulmane ou islamique? Je ne pense pas, en tout cas pour le cas du Mali, je ne vois aucune menace, ça c'est un. Et d'autre part, je pense qu'il n'y a pas de modèle standard où tout le monde doit comprendre la laïcité ou le fonctionnement de l'État de la même manière. C'est vrai qu'il y a une façon universelle de conduire les États, mais chaque État a ses spécificités, a ses réalités réelles. La France est un État qui a des fondements judéo-chrétiens que personne ne peut nier. C'est pas parce qu'il est laïque que cette réalité, on va le gommer. Non, je pense vraiment que, en tout cas au Mali, je ne pense pas aujourd'hui que nous puissions parler d'une menace sur la République, parce que tout simplement, il y a un imam qui a parlé par là, ou bien un prêcheur qui a dénoncé l'histoire de corruption, en tout cas, ou d'une mauvaise gouvernance quelconque dans le pays. Je ne pense pas que cela soit une menace. Mais lorsque vous voyez tout ce monde dans un stade où vous les réunissez, qui vous saluent, qui vous idolâtrent quasiment, est-ce que ça ne vous donne pas des idées? Est-ce que vous vous dites pas pourquoi ne pas prendre le pouvoir pendant qu'on y est? Non. Je suis content que ça vous fasse rire. Ça ne peut pas me donner des idées. Je pense réellement que je sais ce que je dois faire et je sais mon rôle. Je pense réellement que si je dois rendre un service à mon peuple, c'est d'abord faire en sorte qu'ils soient enracinés dans une démocratie réelle, où tout le monde vraiment peut trouver sa part. Je n'y pense pas et je ne pense pas qu'il y ait un religieux dans ce pays qui pense de la sorte. Non, ça n'existe pas. Au contraire, nous sommes des sentinelles et nous resterons des sentinelles pour vraiment qu'il y ait une bonne démocratie dans notre pays. Monsieur le ministre, lorsque vous écoutez Monsieur Mahmoud Dicko, l'imam, et d'autres religieux, est-ce que vous vous sentez pas un peu fragile face à eux si aujourd'hui il y avait une velléité chez eux d'entrer dans l'aspect politique de façon claire et nette? Est-ce que vous avez des armes contre eux qui sont si forts? Monsieur Foucault, moi, je crois que ce qu'il y a comme problème, c'est quelle lecture vous faites de l'islam. Non pas seulement de l'islam. Pas que de l'islam, hein, pas que de l'islam, attention. Non, c'est ce que je dis, mais pas seulement de l'islam, mais des religions, c'est-à-dire du peuple malien. Nous sommes une creusette de toutes les civilisations. Je vous l'ai dit, on a eu des rois animistes qui ont construit des mosquées pour leurs mères. Et dans les familles, vous avez des mariages mixtes. Nos amis, il n'y a pas de ce problème. Nous sommes un peuple. Nous sommes une nation.
Alors donc, et cette menace dont vous parlez du Nord, mais monsieur le ministre, vous avez bien vu, monsieur le ministre, vous avez bien vu le pays coupé en deux, avec la charia quand même proclamée dans le nord du pays. Ça n'est pas rien. Parce que nous avons été envahis par des gens qui étaient mieux équipés, plus équipés. Mais ce n'est pas parce qu'une partie de ce peuple avait voulu rester dans le nord et l'autre au sud. Au contraire, l'islam au Mali a donné la meilleure leçon. Et non pas seulement l'islam, les religions monothéistes au Mali ont donné la meilleure leçon de ce que doit être une religion. Libérer un peuple. Quand la classe politique était désavouée, elle s'est levée, toutes les religions confondues, et on dit non, et surtout les musulmans, à ce qui se passe au nord. Il suffisait seulement qu'ils disent effectivement que les musulmans, nous sommes avec eux pour que les pays basculent. Mais ils ont dit non, ce n'est pas cet islam, ce n'est pas l'islam du prophète Mohammed sur lui. Ça c'est important. Et maintenant, par rapport à la menace des religions, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace des religieux maliens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, l'homme malien tout court, veut un changement. Aujourd'hui, l'on ne peut plus bâillonner les esprits comme nous l'étions il y a 1 ou 2 siècles. Et donc, pour cela, moi, je pense en tant que ministre des Religions, et c'est une chance pour moi aujourd'hui de pouvoir parler avec ce monde et de voir qu'elle a une vision du monde qui me permet de faire des analyses et des études comparées. Et donc, je ne vois pas en cela en quoi une peur peut venir. Monsieur Foucault, mais vous oubliez que la partie de l'Alsace-Lorraine de la France est sous le concordat germanique. Ça n'entend pas la laïcité de l'État français. Alors donc, je ne vois pas d'inquiétude. Il n'y a pas, ma foi, de menace à la maison. Ça n'y est pas. Les Maliens vivent leur foi dans la totale tolérance des co-religionnaires. Et ensuite, le fait que vous ayez souvent des hommes, des responsables leaders religieux qui font des choix, mais c'est la chose la plus argumentée par eux, parce qu'en fait, il s'agit pour eux désormais de participer à cette renaissance d'un Mali respectueux. Alors vous savez très bien que certains ont utilisé la religion pour s'installer dans certaines régions de l'Afrique. On écoute pas mal le religieux dans les discours de tous ces islamistes qui se baladent. Alors, Maître Mokhtar Mariko, est-ce que vous pensez que ça peut être une petite fenêtre pour un certain nombre de personnes pour déstabiliser à nouveau le Mali? Bon, comme l'imam Mahmoud Diko l'a dit, ce n'était pas des religieux au vrai sens de l'islam du prophète Mohammed, salut sur lui. En fait, c'est des obscurantistes qui sont venus, et s'il vous plaît, tout ce que ces gens-là interdisaient, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, c'est pour vous dire que présentement au Mali... Mais ils ont bien utilisé la fibre religieuse pour pouvoir entrer dans les maisons des uns et des autres. Exactement. Ils l'ont utilisé, mais on a découvert qu'effectivement, ce n'étaient pas des musulmans, ce n'étaient pas des vrais musulmans. Ils étaient venus occuper le nord du Mali pour faire de leur commerce et non pour appliquer la religion, parce que la religion existait déjà là-bas. Et la tolérance existait déjà à Tombouctou, parce qu'il y avait beaucoup d'églises à Tombouctou. Tombouctou, la mystérieuse, où il y a 333 saints. Donc, c'est pour vous dire que au Mali, ça va être extrêmement difficile que ces courants puissent avoir droit de cité chez nous. C'est ce que disait à l'instant Mahmoud Diko en disant que la force, ou plutôt le ministre en disant que la force du Mali a été de résister à cette poussée-là. Mais peut-elle résister assez longtemps, surtout s'il y a beaucoup d'argent en plus à la clé, parce que ceux qui arrivent construisent des écoles, construisent des dispensaires, etc., etc. Exactement, c'est ça le problème. Le problème avec certains jeunes du Nord, c'est ça, parce qu'ils étaient désœuvrés. Et quand l'État avait quitté le Nord du Mali, ils sont rentrés dans les familles pour acheter la conscience de ces jeunes-là. Donc, pour vous dire que cette population au nord du Mali, à présent, parce que je suis le coordinateur de la CENI là-bas, n'est pas encore à l'abri de ce genre de commerce. Parce que je dis ça commerce parce que ce n'est pas une religion. C'est pour vous dire aussi que si d'aventure l'État malien ne pratiquait pas une politique d'emploi au niveau de ces zones-là, ces gens, ces obscurantistes, risquent encore de revenir. L'abbé Edmond Dembélé, dans ce nord, justement, des églises ont été fermées, certaines ont été pillées. Lorsque vous regardez, vous écoutez tout ce qu'on vient de dire, on dit qu'il n'y a pas de menace islamiste parce que de l'extérieur, on a cette impression, en tout cas c'est ce qui est écrit partout. Est-ce que vous avez l'impression que cette menace pèse vraiment sur le Mali? L'arrivée des religions d'ailleurs qui viendraient finalement rentrer dans la sphère politique et influer tout, changer tout, même dans les mentalités des Maliens? Monsieur Foucault, bon, au sud, je ne peux pas dire qu'il y a une grande menace.
Mais ce qui s'est passé au nord nous a beaucoup inquiétés. Parce que pour nous qui sommes une minorité, comme vous l'avez dit au début de l'émission, imaginez que si donc ces occupants avaient pu franchir la barrière de Mopti et qu'ils étaient parvenus à entrer au sud, et que serait devenu le Mali aujourd'hui, et que serait devenu donc cette minorité qui est là aujourd'hui au Mali. Alors, M. Marmot Dicko, est-ce que vous n'avez pas eu peur tout de même de cet islam qui prenait le pouvoir et qui imposait cette charia? En réalité, cet islam ne pouvait pas prendre le pouvoir. Vous savez, il y a un vide. Il n'y avait personne. C'est des gens qui erraient, qui étaient là avec la fusil et qui imposent aux gens ce qu'ils veulent. C'est pas un pouvoir, cela. Non, on ne peut pas appeler ça un pouvoir. En réalité, ça n'a rien d'un pouvoir. Et puis, c'est des gens qui sont venus de nulle part. Tout simplement parce qu'il y avait un espace vide qui est là. Il y avait plus rien, il n'y a pas l'administration, il n'y a pas l'armée, il y avait personne. Mais ils auraient pu s'installer aux affaires au Mali. Si on les avait pas arrêtés un peu plus haut, peut-être qu'ils seraient à Bamako aujourd'hui et l'on parlerait de charia et ce serait la leur qui s'imposerait. Vous pensez que le peuple malien va rester passé ceux du Nord ont bien été écrasés. Mais le peuple malien, dans sa totalité, ne peut pas être soumis à ce dictat. Je suis convaincu de cela. Qui aurait pu penser que le Nord serait soumis à ce dictat et que certains se plieraient, seraient même partisans de cette... Chaque fois qu'il y a une mauvaise gouvernance, le peuple peut être soumis à tout. Tout cela, en réalité, est dit à cette mauvaise gouvernance qui n'a pas permis à nos forces de sécurité de défendre le Mali. C'est ça le problème. Secondo, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas cultiver dans le pays. Il ne faut pas penser que dès que les gens ils sont musulmans ou bien ils sont d'obéissance, je ne sais pas, wahhabites ou non wahhabites, qu'ils doivent être là en marge de la société, ils ne doivent même pas parler, on ne doit même pas les voir. Il faut éviter cela. Nous avons une société tolérante, une société interdépendante où nous sommes tous les mêmes, nous vivons ensemble. Mais il faut que l'État malien fasse en sorte aussi que ces milliers de diplômés qui viennent des États, qui sont allés s'instruire dans les États islamiques, dans d'autres pays arabes et dans tous les pays d'ailleurs, qui sont là aujourd'hui, qui sont des milliers, voire même des millions de diplômés aujourd'hui. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de l'avenir pour eux. Non seulement ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'emploi, mais ceux-ci-là qui se reconvertissent pour devenir des prêcheurs, s'ils parlent de l'État, on dit que c'est des imams ou c'est des prêcheurs qui sont en train de faire irruption dans la scène politique. Non, je crois que c'est un problème qu'il faut voir en face. Vous avez des milliers, voire des millions de jeunes gens aujourd'hui, qui sont des diplômés, qui sont là, qui ne voient pas, il n'y a rien à l'horizon pour eux. Il a suffi qu'on crée un seul ministère chargé des affaires religieuses pour voir seulement ces problèmes-là, et ça crée des tollés, tout le monde a parlé, non, c'est les religieux maintenant qui ont de l'influence. Non, il y a des problèmes réels dans le pays, on doit voir ces problèmes-là en face et trouver une solution à cela. Tant qu'on continue à marginaliser une partie des citoyens, à croire qu'eux n'ont pas droit à parler de la chose publique ou de l'État, eh bien, on crée des frustrations et c'est ce qu'il faut éviter. On risque pas de vous retrouver bientôt dans la politique? Vous ne serez pas bientôt candidat par hasard? Candidat pour aller être directeur de RFI, sinon pas pour être président du Mali. C'est pas aussi aisé que ça, directeur de RFI, monsieur Dicko. Merci bien. Merci monsieur d'avoir accepté de participer à ce magazine. Merci à vous. Merci. Le temps était court, c'est vrai, on aurait pu en parler, mais au moins vous avez parlé de l'islam tel que vous le voyez là-bas et de la menace ou pas sur la sphère publique. Merci monsieur. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Mais vous pouvez nous réécouter sur le site de RFI et nous écrire sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFI. À très vite. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.